Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui un téléphone que certains d'entre vous attendent depuis un moment et que personnellement aussi je suis très curieux de savoir ce qu'il vaut, le Axio Neon N3. Alors le N2Q était vraiment pas mal pour le prix. Voyons ce que vaut le N3 tout simplement, hein. Ça c'est une bonne question. C'est un téléphone qui utilise un processeur Mediatek MT6732, on en a déjà vu un il y a pas longtemps. La différence qu'il a avec le téléphone que l'on a vu il y a quelques temps, c'est que il a que 1 Go de RAM au lieu d'en avoir 2. Alors il coûte aussi moins cher, mais surtout ce qu'on va voir c'est est-ce que avec 1 Go de RAM ils auront réussi, alors ils ont fait baisser le prix bien entendu, mais est-ce qu'ils auront réussi surtout à faire en sorte que d'autres caractéristiques du téléphone soient tout simplement meilleures que dans cet autre téléphone que nous avons testé il y a quelques temps, qui s'appelait le Elephone P6000 d'ailleurs, si je me rappelle bien, si c'est parce que je confonds avec deux, il y en a deux qui se ressemblaient beaucoup que j'ai fait les semaines précédentes, enfin en tout cas en matière de fonctionnement etc, et des petits problèmes qu'il y avait avec. Regardons si celui-là est moins présent en matière de bugs, notamment au niveau de l'autonomie qui faisait un peu n'importe quoi, mais bon ça c'était un défaut de la marque, c'était pas un défaut du processeur lui-même, donc logiquement il devrait pas y avoir de problème. Le premier truc à voir avec ce téléphone, c'est déjà que franchement il est beau quoi, c'est vraiment, moi personnellement j'adore le design de ce téléphone, il est tout en, pas tout en métal, mais il est en grande partie en métal, il est vraiment au niveau des finitions, moi personnellement j'aime beaucoup, ça fait un téléphone très massif, très solide, très rigide, enfin quand je dis très rigide, je veux dire vraiment, enfin c'est du métal quoi, tout simplement, dans la grande majorité du truc. On va voir d'ailleurs si ça pose un problème pour l'antenne ou ce genre de choses. Au niveau du capteur optique, il a une optique qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grosse, enfin le diamètre de l'optique est double par rapport au téléphone que l'on a vu précédemment, donc ça déjà c'est un bon point, enfin on verra si ça se concrétise dans la qualité d'image, mais c'est déjà un truc qui pourrait ressembler à un bon point par rapport aux autres téléphones qui en effet faisaient un petit peu l'économie au niveau de l'optique quoi, au niveau de l'appareil photo. Donc regardons ce qui vient avec, pouf. Alors ça, je pense pas que ce soit donné en standard avec tous les néons N2, N3, je veux dire, ça m'étonnerait, hein, ça doit être une option à cocher, ce genre de truc. Voici une carte SD, une micro SD, une vraie SanDisk a priori, de 16 Go, que m'a donné TinyDeal avec le téléphone, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, un chargeur vraiment pas terrible. Je m'attends à rien à propos de ce chargeur, et très sincèrement, je vous conseillerais d'en acheter un autre, hein, si possible. Le câble USB a l'air d'être moyen, mais sans trop de problèmes. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'il peut y avoir avec certains téléphones, c'est-à-dire des accessoires comme les Cubots, par exemple, des accessoires vraiment très moyens, mais heureusement, le prix part dans le téléphone, alors que du côté de chez certaines marques comme Doogee, tout part dans les accessoires, et j'ai l'impression que le téléphone lui-même laisse un peu à désirer sur certains détails, comme par exemple la précision de la jauge de batterie, ce genre de trucs, et les bugs du firmware notamment. Alors nous avons un guide qui est vraiment plié d'une façon assez spéciale, c'est une feuille de A3 qui a été pliée dans tous les sens, qui montre comment ça fonctionne sur Android 4.4 a priori, enfin bon bref voilà, ça peut peut-être être utile pour certains gros débutants, et ensuite à la fin nous avons de quoi... Tiens, c'est marrant de la façon que ça a été foutu. Alors de quoi déboîter l'arrière du téléphone visiblement, avec un outil très spécial. Bon ok, pourquoi pas. Ça je m'y attendais pas franchement, pourtant j'ai déjà ouvert la boîte et je l'avais pas vu. Donc ici nous avons aussi un deuxième protège-écran au cas où que le premier vous ayez fini par le rayer. De toute façon on peut toujours en acheter séparément, mais voilà, il y en a un deuxième qui est fourni avec, et il y en a un qui est déjà posé sur le téléphone, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y en a un qui est déjà posé sur le téléphone, en plus de cette espèce de chose pour tout simplement protéger pendant le transport. Donc ça c'est vraiment une délicate attention encore une fois. Donc ici nous avons un petit truc qui nous explique comment on ouvre le téléphone. Ok, c'est très sympa, c'est marqué derrière comme ça sur un petit quelque chose qui se décolle, ok. Et je suppose qu'en fait cette espèce d'outil est fait pour ouvrir si on n'arrive pas à passer l'ongle dedans, je suppose. Je crois que c'est ça, hein, parce que sinon je vois pas très bien ce que ça pourrait être d'autre. Enfin, en tout cas, voilà, enfin, toute cette plaque est en métal, c'est peut-être pour ça que ils ont prévu un objet, c'est peut-être parce que c'est particulièrement dur à déboîter. Ça a pas l'air particulièrement dur à déboîter, mais quand même, ah oui, quand même, oui. Oh purée, ben oui, donc l'arrière est vraiment en métal, il est, ah ouais, éclipsé d'une manière très étonnante. Intéressant de la façon que c'est fait. J'avais jamais vu ça pour l'information, pour l'instant, sur les téléphones. Et voilà, maintenant, on peut... Enfin, je veux dire, sur un téléphone chinois, l'arrière en métal qui se déboîte comme ça, j'avais jamais vu. Et je me suis légèrement passé de la peinture sous l'ongle, ou je sais pas quoi. Ouais, visiblement, j'ai de la peinture de la coque
qui m'est passé sous l'ongle en faisant ça. Je sais pas si vous arriveriez à voir bien parce que la caméra a l'air d'être pas décidée à vouloir focuser sur mon pouce. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin bref, j'ai un peu de gris sous le pouce. Donc a priori, cet objet est fait pour déboîter ça plus facilement. Vous avez entendu le bruit de métal d'ailleurs. Donc le reste ensuite du contour est fait en métal, mais le haut et le bas sont en plastique, très certainement pour laisser passer les antennes et ne pas faire la même erreur que sur la copie de Xiaomi Mi 4 qui avait une réception toute moisie en matière de Wi-Fi. Donc sinon de quoi mettre sa carte, voilà, une carte SIM complète en dessous sur cette espèce de petit rail qui se déplie, pouf, une carte micro SIM ici, oui, micro SIM, et ensuite à cet endroit-là, c'est tout simplement une micro SD. Voilà, bon, voilà, on n'a plus qu'à remettre la batterie, on va voir ce que ça donne. Donc hop, qu'on enlève le petit scotch, voilà, c'est bon. Je vais coller ça quelque part, et maintenant je remets ça. Tac, c'est bon. On va remettre cette espèce de chose, parce que hors caméra, quand je vais mettre ma carte SIM dedans, etc., je vais essayer d'enlever ça avec cette chose-là pour voir si ça rend les choses plus pratiques en matière de démontage, et surtout, ouais, logiquement, on devrait pas se foutre de la peinture sous les doigts. Purée, pour remonter ça aussi, c'est quelque chose. Alors, faut commencer comme ça, ok, et ensuite, on clipse les côtés, voilà, l'arrière, allez, l'autre côté. Purée, c'est vraiment un autre niveau en matière de construction que les autres trucs. Alors sinon, un petit truc qui interroge tout le monde, mais c'est pas marqué dans l'annonce bizarrement qu'il y a un capteur d'empreinte digitale. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un bouton capacitif? Est-ce que c'est une sorte de petit joystick capacitif? Est-ce que c'est une lecteur d'empreinte digitale, mais comme c'est pas marqué sur l'annonce, bah c'est bizarre. On se demande pourquoi ils en ont pas fait la publicité. Ou est-ce que ce serait une sorte de bouton capacitif, vous savez, pour aller sur les derniers trucs dans les notifications, façon Huawei ou je sais pas quoi. J'en ai aucune idée. Nous avons une caméra de façade, bien entendu, capteur de lumière, etc. et capteur de proximité, comme d'habitude avec ce genre de téléphone. Un haut-parleur là-haut pour les appels, le haut-parleur tout court qui se trouve là. On va voir si d'ailleurs il est facile à étouffer ou non. Nous avons de grosses bordures. Waouh, c'était peut-être un peu long les gars là. Ah, ok, bon, pourquoi pas. Donc c'est bon, c'est déverrouillé, c'est Android 4.4 je suppose, oui. Une mise à jour vers Android 5.0 est prévue, donc voilà, bon on verra bien ce que ça donne. Ensuite, la fluidité a pas l'air d'être un problème. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas paramètre qui est dans ce menu-là. Habituellement sur les trucs chinois, ils s'amusent à mettre paramètres à cet endroit-là. Donc où est-ce qu'il se trouve? Voilà, ici. On va le mettre en français. Où est le français là-dedans? Tac, tac. Nous avons un petit bruitage assez agaçant à chaque fois qu'on clique dessus. On va l'enlever tout de suite. Alors, où est-ce que c'est déjà? Dans Profil Audio, pouf, tac, on clique ici. Numérotation sonore, son des touches, hop, son au verrouillage, vibrer au toucher, voilà, tout ça c'est décoché. C'est bon, nous avons un téléphone qui n'est plus agaçant. Donc, pouf, le truc des permissions des applications que l'on peut activer, pouf, puis désactiver, puis dire qu'on n'en veut pas et que on ne veut plus être embêté par ça, le truc du Wi-Fi, etc. Ça a l'air d'être extrêmement fluide jusque-là, mais il faut dire qu'en même temps, vu le type de processeur, c'est normal que ce soit fluide. Un truc qui est assez amusant, c'est vous voyez les énormes bordures noires qu'il y a tout autour de l'écran, ici, là. Bon, c'est pas un problème du tout, mais c'est juste que quand le téléphone est éteint, on croirait que c'est un écran qui est beaucoup plus large que ce qu'il est réellement. Hein. Vous voyez un petit peu le truc, c'est que bon, on voit quasiment pas la délimitation entre les deux. Mais voilà, sinon l'écran, il s'arrête tout simplement avant cette bordure. C'est normal, hein, de toute façon. Les trucs sans bordure, etc. De toute façon, c'est trop proche du bord. Ça peut être un peu trop fragile. Donc voilà. Là, on a de plutôt bonnes bordures en métal tout autour, etc. Ce qui devrait absorber les chocs. L'écran ne dépasse pas du téléphone. Ça aussi, c'est une bonne chose en matière de solidité. Enfin bref, ça reste des détails. Donc voyons ce qu'il y a d'autre dans ce téléphone. Donc dans les paramètres, est-ce qu'ils ont fait des modifications? Est-ce qu'ils ont rajouté des trucs? A priori non. Est-ce qu'il y a une mise à jour OTA? Tiens, je vais mettre mon mot de passe Wi-Fi et puis je reviens tout de suite. Alors là, je suis sur le cul. Là, je crois que nous sommes en présence d'un Wi-Fi assez exceptionnel, parce que j'ai eu
4 barres, maintenant 3, à cet endroit-là, alors que normalement je navigue entre 2 et 3 ici, hein, et pas entre 3 et 4. Donc ouais, pas mal le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il est à peu près au niveau du Oppo ZP1000, qui est jusque-là le Wi-Fi, enfin le téléphone avec le meilleur Wi-Fi que j'ai eu jusque-là. Ce sera à confirmer bien entendu dans la suite de la vidéo. Alors nous avons la luminosité automatique, nous avons bien entendu la luminosité manuelle qui était plus ou moins au maximum. Je vais pas mettre au maximum parce que ça a l'habitude de pas passer en caméra comme il faut. Voilà, on va mettre comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de préinstallé là-dedans? Pratiquement rien. Alors direct, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est des mouvements, des trucs comme ça qu'on peut faire pour faire certaines choses, genre par exemple décrocher un appel en mettant son téléphone à l'oreille directement, un truc comme ça, je crois que c'est ce qui est marqué. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça, c'est dommage que ce soit pas traduit autrement qu'en anglais, mais au moins ça a l'air d'être compréhensible en anglais sans trop de problèmes, et c'est totalement, comment dire, voilà, ça fait pas partie d'Android en particulier, donc du coup, on peut mettre ça, on peut laisser ça totalement de côté, ça ne gêne pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est installé? Alors, le truc de TinyDeal, on va voir s'il est désinstallable. Oui, il est désinstallable, donc c'est pas un truc que vous impose. C'est vraiment pas mal d'avoir fait ça, encore une fois. C'est le deuxième téléphone de chez TinyDeal qui fait ça. Alors, encore en anglais, nous avons une deuxième application qui permet d'activer des wake gestures, c'est-à-dire en fait, quand vous double-cliquez sur l'écran quand il est en veille, ça permet de le ressortir de veille, etc. Ou en faisant par exemple un C sur le truc, ça permet de lancer le truc pour faire un appel, M pour faire musique, etc. pour sortir le truc de la musique, E pour le navigateur web, ce genre de choses. Tiens, voyons si on peut choisir... Il y a marqué que ça consomme un petit peu d'électricité quand on l'active, ok. Est-ce qu'on peut choisir l'application quand on clique dessus? Non, ça explique comment faire, mais on ne peut pas choisir l'application, on peut choisir de désactiver, etc. Donc si vous avez envie d'utiliser un autre navigateur web que celui-là qui est installé par défaut, c'est-à-dire comme Chrome par exemple, a priori, enfin si, ça prend peut-être en compte le paramètre de navigateur web par défaut d'Android, donc j'en sais rien, mais en tout cas si on a envie de paramétrer une application différente, avec ce truc-là pour le système des gestes, etc. On ne peut pas. On peut aussi, par exemple, le truc de la musique sortira toujours le logiciel de musique par défaut d'Android, ce genre de choses. Donc bon, c'est pas grave. Ah, j'ai cliqué sur Google Play Store sans faire exprès. Donc bref, ça a l'air d'être un téléphone assez fluide, enfin assez fluide même, irréprochable sur la fluidité jusque-là, mais on verra ça encore une fois à l'usage. Un autre truc à savoir, c'est que il y a un géodrame au lieu de 2. C'est un truc qui a pas l'habitude de gêner vraiment chez Mediatek avec leur processeur précédent, les 65 quelque chose. Entre un géodrame ou 2 géodrames, fallait vraiment avoir besoin d'une utilisation très spécifique pour faire en sorte qu'on voyait une différence entre les deux. Donc si c'est pareil avec les 67 quelque chose, et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, logiquement le fait qu'il y ait un géodrame ne devrait pas être du tout un problème. On va quand même regarder un truc, c'est à propos de l'appareil photo, il est où d'ailleurs? On va faire le test de l'appareil photo maintenant, pour vérifier s'il a vraiment un meilleur appareil photo que celui qu'il y avait à l'intérieur des autres téléphones que j'avais testé un peu avant. Donc l'un des tests que je fais habituellement hors vidéo, c'est de prendre un truc avec du texte qui est écrit en tout petit, de très près, pour voir si l'autofocus se fait bien, et voir si la qualité est bonne, genre qualité photocopie. Alors je sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais en tout cas moi ce que je peux voir, c'est que ça prend en photo de manière nickel. Je vais prendre une photo, je vais faire un zoom dessus. Bon, j'ai un peu bougé pendant la photo, visiblement. C'est un peu difficile de faire ça en caméra, hein, c'est toujours comme ça. Voilà, alors quand on prend une photo sans bouger comme un con, on se retrouve avec une photo très nette. Dans les angles, il n'y a pas l'air d'avoir un peu plus de flou que vers le centre, comme c'était avec les autres téléphones donc que j'ai pu tester avant. Enfin, l'autre téléphone à peu près dans le même niveau de prix, c'est-à-dire c'était quoi déjà, le Elephone P6000, et très sincèrement, c'est extrêmement net les photos que ça prend de près. Donc déjà, on peut voir que l'appareil photo a l'air largement supérieur à ce qu'il y avait dans le Elephone P6000. Donc voilà, c'est déjà un bon point. Il va falloir voir ce que ça donne de loin, etc., en faible luminosité, etc., etc. Et maintenant, je vais tout simplement essayer ce téléphone hors vidéo, et je vais revenir vers vous après une semaine d'utilisation ou plus. Et me revoilà quelques temps après pour vous reparler du Axio Neon N3, donc. Et donc, ce que je peux dire déjà, c'est que Android 5.0 est sorti en version bêta pour ce téléphone, et je vais l'installer dessus, et la dernière partie de la vidéo, un peu plus tard, ce sera pour comparer s'il y a eu des améliorations entre 4.4 et 5.0 sur ce téléphone. Mais d'abord, parlons du téléphone tel qu'il est, sous Android 4.4. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un téléphone agréable à utiliser, hein, franchement. C'est un téléphone qui fonctionne bien, c'est un téléphone qui a de bonnes performances. Malgré tout, un petit quelque chose que l'on peut dire, c'est qu'au niveau quantité de RAM, utilisable, pas quantité de RAM tout court, parce
que c'est 1 Go, hein, mais en tant que quantité de RAM utilisable, il y en a un peu moins que dans la plupart des médiathèques MT65 quelque chose. Donc en fin de compte, les 67 quelque chose ont une version d'Android 4.4 un tout petit peu moins bien optimisée. Bon, pas vraiment de grand chose, mais voilà, un petit peu moins bien. Donc ça peut se ressentir parfois, il peut y avoir des petits quelque chose qui mettent un petit peu de temps à venir, vraiment pas grand chose. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est un petit quelque chose à dire, et on comprend mieux pourquoi la plupart des téléphones avec ce processeur viennent avec 2 Go de RAM. Un truc que l'on va voir dans la suite de la vidéo, c'est si avec Android 5.0, comme je le pressens, ce sera un peu mieux optimisé, etc., malgré que ce soit une version bêta, etc., etc., parce que Android 5.0 a tendance à utiliser moins de RAM, moins de CPU, mais plus de place sur la ROM, c'est-à-dire sur la mémoire interne. Et un des petits défauts de ce téléphone, c'est qu'il est partitionné au niveau de la mémoire interne. Il y a 2 Go pour l'installation des programmes, et le reste, 4 Go à peu près, pour le stockage de fichiers. Et en plus de ça, on peut mettre une carte micro SD. Alors le problème que ce soit partitionné en deux, c'est que comme par rapport à Android 4.4, Android 5.0 a tendance à utiliser plus de place pour l'installation des programmes, faudra voir si ça devient pas un petit handicap avec le téléphone avec Android 5.0. On verra bien si c'est le cas, mais bon voilà, 2 Go ça devrait suffire, même si c'est pas beaucoup, ça devrait suffire pour être à peu près utilisable sans aucun problème, surtout qu'on peut déplacer les programmes vers la deuxième partie de la mémoire interne, pas vers la carte SD bizarrement, et on pourrait bidouiller la mémoire interne, bien entendu, on peut bidouiller ce que je veux dire surtout la ROM, pour faire en sorte qu'on puisse utiliser l'intégralité de l'espace disponible pour l'installation des programmes, quelque chose que je ferai, et je mettrai sûrement à disposition la ROM modifiée si ça devient un problème. Un petit quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il manque quelques petites applications par-ci par-là sur le Google Play Store, vraiment pas beaucoup, hein, je sais pas exactement pour quelle raison, et ce sera peut-être corrigé plus tard aussi, peut-être avec Android 5.0, ou peut-être tout simplement par le fait que les développeurs mettront plus de programmes compatibles avec ce processeur, je sais pas du tout exactement quelle est la raison qui pousse à ça. Un dernier truc dans les points qui sont ni bons ni mauvais, le GPS est très moyen. Alors habituellement je parle pas du GPS parce que il est pas très moyen, mais dans la moyenne justement. Là cette fois-ci il est très moyen, ce qui veut dire pas terrible. Ça saute un petit peu partout sur la map, enfin sur la carte sur Google Maps. C'est voilà, bon, si vous êtes paumé, ça fera le job parce que ça arrivera à vous retrouver, hein, plus ou moins où vous vous trouvez. S'il faudra marcher en rond dans un coin avant que vous soyez précisément localisé, on va dire, dans certains endroits, si c'est un petit pas assez dégagé ou ce genre de truc. Mais sinon, voilà, le GPS est vraiment pas super. Et la boussole aussi, alors là, ça c'est un truc commun pratiquement à tous les téléphones que j'ai pu tester, c'est que la boussole, elle marche juste carrément pas, quoi. Donc maintenant passons au bon point, et on peut dire par exemple que l'écran 720p est plutôt pas mauvais, et en plus de ça, il ne gâche pas les performances, et on a un téléphone très performant vu que c'est un 6732, et le 6732 est un processeur qui a vraiment de très bonnes performances, surtout quand il... de toute façon je pense pas qu'il peut être associé à mieux que 720p, mais voilà quoi. Bon, il y a des meilleurs écrans 720p que ça, hein. C'est un écran 720p un petit peu du même niveau que le Cubot Zoro, c'est-à-dire en fait qu'on voit un petit peu les lignes entre les pixels, etc. Oh, c'est pas gênant, hein, c'est même pas vraiment gênant du tout, mais voilà quoi, c'est pas le meilleur écran 720p du monde, parce que certains écrans 720p sont tellement bons, on dirait des écrans 1080p, c'est juste on voit pas la différence, quoi. Le haut-parleur est vraiment très bon, et il crache assez fort hein, quand il est mis à fond. Le truc par contre à dire à propos du haut-parleur, c'est que quand il est au maximum, ou plus ou moins au maximum, il a tendance à grésiller un petit peu. Alors ça c'est un petit défaut qu'on peut avoir sur certains haut-parleurs. Celui-là il l'a particulièrement sévèrement. Bon c'est pas gravissime non plus parce que ces volumes-là sont de toute façon plus fort que la plupart des autres téléphones, donc bon, enfin la plupart des autres téléphones pas trop chers, parce que bien entendu il y en a qui ont des haut-parleurs meilleurs que ça quoi. En appel on entend bien, le micro fonctionne bien aussi, enfin bon bref, pas de problème à propos de l'appel quoi, tout simplement. La réception est bonne aussi, que ce soit en Wi-Fi, alors le Wi-Fi est très bon, la 4G, la 3G, tout fonctionne très bien, et on a l'intégralité des fréquences que l'on a sur le réseau français. Ça c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'avec Free ou n'importe quel autre fournisseur, enfin opérateur que l'on trouve en France, eh bien on pourra avoir toute la couverture, etc. Enfin, il n'y a pas de problème du tout avec ça. Petit problème,
Free ne détecte pas que c'est un téléphone 4G, donc vous n'avez pas les 20 Go de data pour si vous êtes chez Free. Alors c'est pas un problème avec le téléphone, parce que la 4G fonctionne parfaitement bien avec n'importe quel opérateur, y compris Free d'ailleurs, sauf que vous restez à 3 Go. C'est juste que Free, ils ont une méthode toute pourrie pour détecter si vous avez un téléphone 4G ou pas, enfin si vous avez droit aux 20 Go ou non. Il y a plein de téléphones 4G qui ne sont pas détectés et qui ont droit qu'à 3 Go, y compris des téléphones qu'on achète en France. Et c'est vraiment au petit bonheur la chance pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc c'est pas le cas pour celui-là. Bon après, faut vraiment avoir besoin de 20 Go de data, hein. Un dernier truc qui est pas mal, c'est l'appareil photo, que ce soit celui de devant ou celui de derrière, ils sont vraiment sympathiques les appareils photo, c'est vraiment pas de la merde, même si l'appareil photo de derrière n'est pas non plus génialissime, notamment pris de loin avec de forts contrastes, genre une partie à l'ombre, une partie bien ensoleillée, eh bien on peut quand même avoir de sacrés soucis, on va dire, un petit manque de détails, ce genre de truc. Bon, c'est pas gravissime, et pour franchement un téléphone, etc., les photos sont vraiment pas mal, et pour un téléphone dans ces prix-là, c'est-à-dire entre 120 et 130 €, c'est même exceptionnel. Après, au niveau de l'appareil photo, je pense que ce qui fait la plus grande différence, c'est la partie logicielle dans ce téléphone-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si le traitement qui était fait sur l'appareil photo lui-même, sur son capteur, était mieux que ça, on pourrait sûrement en tirer beaucoup mieux. Malgré tout, c'est vraiment pas mauvais du tout, hein, c'est vraiment pas si mal que ça, quoi. Et maintenant, dans les mauvais points, les vrais mauvais points, non, c'est une blague en fait. En fait, le plus gros mauvais point que j'ai vu dans ce téléphone, c'est tout simplement que cette espèce de truc qu'on sait pas ce que c'est, en fait, c'est rien du tout. Tout simplement, c'est rien du tout. C'est ni un capteur d'image, c'est un capteur d'empreinte, c'est ni un bouton, c'est rien en fait. Ça a l'air d'être absolument rien du tout. Donc quand on fait le point sur ce téléphone, franchement, il est vraiment très bon. Bon, il y a quelques petits points qui peuvent gêner certaines personnes, notamment le GPS qui déconne. Sinon, franchement, il y a rien à dire. Le téléphone fonctionne très bien, même si encore une fois au niveau de la quantité de RAM libre, etc., il y en a, enfin voilà, ça laisse un petit peu à désirer, mais franchement je pense que Mediatek a décidé de se concentrer sur la version 5.0 d'Android pour ces processeurs là, vu que la version 4.4 c'est un peu une version bouche-trou avant que la version 5.0 arrive officiellement sur ces téléphones là, et c'est d'ailleurs pour ça que la prochaine partie de la vidéo sera consacrée tout simplement à voir comment ça fonctionne sur Android 5.0. Alors maintenant on va parler de l'autonomie déjà. Alors l'autonomie c'est environ 4,5 heures en normal. C'est vrai que c'est pas le téléphone qui a la meilleure autonomie du monde, mais bon voilà, ça reste tout à fait convenable. En jeu c'est environ 3,5 heures. Alors quand je dis en normal ou en jeu, c'est en Wi-Fi ou avec la 4G activée, l'un ou l'autre. Enfin, ou les deux à la fois, mais les deux à la fois, ça veut dire que le Wi-Fi prend la priorité sur l'autre. En veille, c'est 4 jours en 4G, et 4 jours aussi en Wi-Fi. Alors, il y a vraiment aucune différence qu'on active ou qu'on désactive le Wi-Fi, et bon, après, si on désactive à la fois le Wi-Fi et la 4G, enfin, qu'on désactive la data, hein, pas forcément en 4G, mais ça peut être aussi en 3G si vous captez pas la 4G, mais si vous désactivez le Wi-Fi et la data, tout simplement, vous aurez bien entendu une meilleure autonomie en veille. C'est parce que moi, bien entendu, j'ai 5 comptes email qui sont relevés en permanence en arrière-plan, ainsi que Twitter, Facebook et peut-être quelques petits trucs aussi quelque part qui détectent, enfin qui vont chercher des données sur internet de temps en temps. Donc voilà, ça fait quand même une très bonne autonomie en veille, donc il y a absolument rien à dire là-dessus. Alors un petit quelque chose aussi, c'est que l'imprécision de la batterie, vous savez, le pourcentage, etc., par rapport à ce que veut dire réellement sur la vraie charge que contient la batterie, n'est pas très précis non plus sur ce téléphone-là, comme on avait pu le voir avec le iPhone P6000. Bon, après, c'est pas non plus à ce point catastrophique, mais voilà, le téléphone peut parfois se décharger beaucoup plus vite, être dans une partie qu'une autre, tout en ayant exactement la même autonomie, hein, c'est juste une imprécision du pourcentage, mais bon voilà, c'est pas trop grave. Voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter là-dessus. Dans la prochaine partie de la vidéo, on va parler d'Android 5.0, mais avant, juste pour voir, on va essayer un petit jeu pour voir ce que ça donne. Alors, un jeu qui a tendance à ramer sur absolument tout et n'importe quoi, pratiquement, hein, en fin de compte, c'est vraiment le jeu de la ramouze, c'est Sonic Dash. Donc, allez, avance. Pop. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, j'étais en train de vous parler de mes déboires avec le iQOO E04, hop, vous entendez sûrement le fameux haut-parleur dont je vous disais qu'il était plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le iQOO 04 qui plantait tout le temps, c'était une catastrophe.
eh ben j'ai réussi à dépasser un score d'1 million à ce jeu-là, parce que c'était le truc qui le faisait planter le plus vite. Donc voilà, bon, c'était un téléphone qui avait des problèmes, tout simplement. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, vous avez vu sûrement ce petit moment de ramage, tout simplement parce qu'il fait de la place en RAM. C'est ce que je vous disais, pour un téléphone avec 1 Go de RAM de chez Mediatek, sous Android 4.4, eh bien, il a tendance à avoir un peu moins de RAM disponible que d'autres. Alors du coup, quand vous venez juste de lancer un truc, etc., ça peut ramer un petit peu, etc., ça peut ramer pendant des accès, etc. C'est vraiment pas le téléphone le plus fluide que j'ai vu avec, enfin le plus fluide. Là, c'est par rapport à ce jeu-là, parce que bon, il y a des jeux qui consomment bien entendu beaucoup moins de RAM. Ce truc-là, c'est juste un truc codé avec les pieds. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que voilà quoi, ce téléphone-là, bizarrement, à cause de la quantité de RAM, parce que s'il avait 2 Go de RAM, ça fonctionnerait beaucoup mieux, et bon, ça fonctionnera très certainement beaucoup mieux sur Android 5.0 aussi, on va voir ça dans la prochaine partie de la vidéo, eh bien, il a tendance à ramer plus que, enfin, plus dans ce genre de circonstances que certains téléphones avec un processeur beaucoup moins puissant que ça, comme par exemple un téléphone avec un processeur Mediatek, on va dire un 6592, mais bon, ils sont à peu près des mêmes performances ces deux processeurs, donc c'est normal en même temps que les deux, mais il y a quelques 6582 qui arrivent à fonctionner de manière plus fluide que ce téléphone-là, par exemple. Donc bon, c'est pas dramatique, hein, encore une fois, hein, parce que, bon, comme je le disais, ça fonctionne malgré tout très bien, et quand on a vraiment besoin des performances du processeur, eh bien, très sincèrement, ça fonctionne, enfin, voilà, on sent bien qu'on est sur un processeur plus performant qu'un 6582, c'est-à-dire sur un jeu qui est mieux codé que ça, par exemple, eh bien, oui, on voit quand même que ce processeur-là est largement supérieur au 6582, même si on est handicapé par ce fait qu'il n'y a que 1 Go de RAM. Donc bon, c'est pas bien grave, hein, encore une fois, hein, le problème des 1 Go de RAM, parce que, très sincèrement, et on vérifiera ça dans la prochaine partie de la vidéo, je suis pratiquement sûr qu'Android 5.0 va rattraper tout ça sans aucun problème, même si c'est une version bêta pour l'instant, et j'ai hâte de voir la version stable du coup. Bon ben voilà, à tout de suite donc pour voir ce que donne ce téléphone sur Android 5.0. Et voilà, j'ai installé la version bêta d'Android 5.0 sur ce téléphone. Alors je me suis rendu compte quand même que dans la précédente partie, j'ai oublié de vous parler d'un petit quelque chose. C'est le flash. Alors le flash est vraiment très bon en fait sur ce téléphone, dans le sens où dans le noir complet, il illumine plutôt bien, bon si c'est pas trop loin bien entendu, mais quand même, on peut s'en servir très bien comme lampe torche tout simplement, et pour les photos ça permet de faire des photos tout à fait convenables dans le noir. Bon franchement du côté de l'appareil photo il y a vraiment rien à dire pour le prix sur ce téléphone, surtout étant donné qu'ils n'ont pas fait le compromis sur le processeur pour mettre cet appareil photo là. Justement au contraire, on a le meilleur processeur qu'on peut avoir dans ces prix là, tout en ayant un appareil photo qui est pas forcément le meilleur que l'on peut avoir dans ces prix là, mais qui est tout à fait convenable. Donc bref, maintenant passons à Android 5.0, donc comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Android 5.0, alors c'est vraiment Android 5.0 bien entendu, et bon, le truc que l'on peut voir déjà, c'est si vous regardez ici, vous voyez qu'il n'y a pas le Google Play Store. Alors c'est l'un des problèmes qu'il y a avec cette version bêta d'Android 5.0, c'est qu'elle est vraiment très bêta. Première chose qui manque, le Google Play Store n'est pas là. Deuxième chose qui est problématique, c'est tout simplement que l'appareil photo devient un petit peu dégueulasse quand c'est un peu sombre. En gros, la compensation logicielle bug un petit peu avec enfin voilà, avec ce firmware Android 5.0 pour l'instant. Faut savoir que c'est un truc vraiment, il y a marqué bêta hein, tout simplement, et ils ne mentent pas sur ce sujet-là, c'est que il y a encore quelques petits trucs à faire. Malgré tout, ça c'est des petits trucs à faire à propos du constructeur du téléphone, pas à propos de la personne qui, enfin chez Mediatek, enfin les personnes, je suppose qu'ils sont plusieurs quand même, qui ont fait cette version d'Android 5.0 pour les processeurs Mediatek. Parce que elle marche plutôt pas mal cette version 5.0. Elle est en 64 bits, vraiment en 64 bits, elle fonctionne, etc. Enfin voilà, s'il y avait 2 Go de RAM dedans, ça serait totalement utilisable comme système d'exploitation, on va dire, en utilisation, enfin comment dire, comme système d'exploitation principal pour ce téléphone tout simplement. Mais le problème c'est que ce téléphone-là, il a que 1 Go de RAM, et le problème c'est que, étant donné que c'est une version 64 bits, contrairement à ce que je vous ai dit précédemment, où si on était resté en 32 bits de 4.4 à 5.0, logiquement devrait y avoir une baisse
pas forcément très grande, mais une baisse quand même de l'utilisation de la mémoire vive, et bien là, dans ce cas précis, il y a eu une hausse d'utilisation de mémoire vive de l'ordre de 100 MO de plus, c'est-à-dire sur 400 MO de libre qu'il y avait en mémoire vive avec 4.4 sur ce téléphone, maintenant il ne reste plus que 300 MO de mémoire vive libre, ce qui, très sincèrement, est pas terrible, hein, franchement, pas terrible du tout, mais bon, c'est encore en bêta, et il y a pratiquement, non, il y a même aucun téléphone qui vient préinstallé avec Android 5.0, avec ce processeur-là, même quand ils ont 2 Go de RAM. Alors je suppose qu'ils ont envie de faire un peu plus d'optimisation là-dessus, ce genre de choses, je sais pas, et peut-être que la version finale pour ce téléphone d'Android 5.0 sera en 32 bits, parce que bon, à la limite, franchement, je préfère personnellement avoir une version 32 bits qui me libère 100 à 150 MO de RAM supplémentaires dessus, que d'avoir une version 64 bits qui n'offre aucune performance supplémentaire. Parce que si vous comparez les scores qu'il y a sur Geekbench, parce que c'est que au niveau du processeur, hein, au niveau de la partie graphique, il y aura aucune différence, mais entre la version 32 bits de 5.0 et la 64 bits de 5.0, il n'y a aucune différence de performance. La seule différence que l'on a, c'est que l'on peut utiliser 4 Go de RAM ou plus sur les téléphones. Bon, ok, ça fait une belle jambe sur un téléphone qui n'en a que 1 Go, et aussi la deuxième différence, c'est tout simplement d'utiliser plus de RAM. Et ça c'est, enfin pas beaucoup plus de RAM, mais sur 1 Go quand même c'est, voilà, mais bon s'il y avait que 2 Go, enfin s'il y avait 2 Go ou 3 Go, avoir 100 MO d'utilisation supplémentaire de RAM serait pas vraiment dramatique. Mais surtout le truc que l'on peut voir si on fait ce benchmark, c'est que tout simplement les scores sont identiques à ce que l'on pourrait avoir sur Android 4.4 sur un téléphone avec le même processeur. Ils sont même peut-être un petit peu inférieurs, c'est dire à quel point cette version bêta a besoin encore d'un petit peu de raffinement, quoi, tout simplement. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi Mediatek attend un petit peu avant de déclarer cette version stable. Je suppose qu'ils attendent d'avoir des performances supérieures à ce qu'il y a sur un autre truc, mais il faut savoir aussi un autre truc à savoir, quand même, un petit quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que le 64 bits sur PC, ça avait augmenté un petit peu les performances, vraiment pas de grand chose, hein, de l'ordre de 2 à 10% grand maximum, mais c'était déjà ça de gagner. Mais c'était pas le 64 bits qui augmentait les performances sur PC, c'était le fait qu'ils ont doublé le nombre de registres qu'il y a dans le CPU. Et doubler le nombre de registres qu'il y a dans le CPU, eh bien ça permet d'augmenter les performances. Le 64 bits sur processeur ARM garde le même nombre de registres et ce genre de trucs, enfin en gros c'est pratiquement le même truc qu'en 32 bits, mais en 64 bits, donc du coup au final on n'a absolument aucun avantage en termes de performance à passer au 64 bits, à part le fait de mieux utiliser plus de RAM. Sur 1 Go de RAM, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, donc du coup je pense qu'il serait mieux de la part de Mediatek, bah tout simplement, enfin de la part de Mediatek, de la part des constructeurs de ces téléphones, de demander à Mediatek une version 32 bits pour tous les téléphones qui ont 1 Go de RAM, qui utilisent ce processeur-là, ça serait beaucoup plus bénéfique. Et si vous regardez ces scores, vous voyez qu'on est à peu près au même niveau que le Elephone P6000, que j'avais pu tester un peu plus tôt, donc il avait à peu près 120 ici et 2100 quelque chose ici, donc vous voyez c'est un peu moins, mais je suppose que c'est à cause de la mémoire vive, qui est peut-être un peu moins lente sur ce téléphone-là, étant donné que, habituellement, plus on a de mémoire vive, plus elle est rapide, étant donné que c'est sur une seule puce, et que plus de densité sur une puce permet d'avoir des vitesses plus grandes. Enfin bon bref, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais de toute façon c'est dans les mêmes ordres, hein. C'est pas à 20 points près que ça va changer les performances. Donc, ce que je pouvais vous dire à propos de ça, c'est que voilà, vous voyez qu'on est en 64 bits, et on est vraiment en 64 bits, hein. Il y a marqué Geekbench pour Android sur AArch64, hein, c'est marqué là, hein. Donc il est pas en train de nous faire tourner des programmes en compatibilité 32 bits, non, c'est bien une version 64 bits de Geekbench qui est en train de nous mesurer les performances. Alors si je sais ce que peut donner Android 5.0 sur un Mediatek 32 bits, avec une version 32 bits de Android 5.0, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai un MT6582, beaucoup moins puissant que ce truc-là, qui tourne sur Android 5.0, qui a 1 Go de RAM lui avec, et lui, il fonctionne nickel, franchement, il fonctionne mieux que sur Android 4.4, beaucoup mieux même que sur Android 4.4, et franchement, très sincèrement, c'est là où on voit qu'Android 5.0 est vraiment mieux que... et en plus, il est bien débugué quoi, hein. Il est vraiment bien débugué, c'est pas comme sur le Nexus 5 à la sortie au tout début de Android 5.0 où il y avait plein de bugs et ce genre de trucs. Non, il est vraiment il a été bien testé et donc bon, là c'est une version un peu plus ancienne d'Android 5.0 de chez Mediatek, elle date de fin janvier, alors que l'autre date de fin février. Donc bon, c'est
un mois d'écart, etc. d'optimisation, peut-être que ça y a fait quelque chose aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir la version stable de ce truc-là, enfin de la version 5.0 de Android pour ce Néon N3, et très sincèrement, quand ce sera prêt, j'espère que la consommation de RAM aura baissé, tout simplement, encore 100 MO à grappiller en optimisant dans tous les côtés, et on sera au même niveau que Android 4.4 a priori, même si, un truc qui serait bien, ce serait que, eh bien, il désactive le cryptage automatique de la partition data, ce qui est un petit peu bête. Ah, un petit quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils ont refait les partitions d'ailleurs. Alors, ça a l'inconvénient d'effacer tout ce que contient le téléphone, donc bon, il faut tout réinstaller, etc. Mais ça a aussi l'avantage de faire en sorte que l'intégralité du stockage est disponible pour l'installation des programmes. Donc aucun problème avec ça, même avec cette version bêta. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que encore un petit peu d'optimisation au niveau de la RAM, et on sera au même niveau qu'Android 4.4 a priori. Bon, ça serait bien, comme je disais, qu'ils désactivent le cryptage. Ça permettrait d'augmenter un petit peu les performances aussi. Surtout que Google ne demande plus le cryptage. Enfin, je veux dire, ils ne l'imposent plus, tout simplement. Et aussi, donc du coup, on peut le désactiver sans aucun problème, on va dire, en tant que constructeur. En tant qu'utilisateur, bien entendu, on peut le faire, mais en tant que constructeur, ce n'est plus un problème, on peut le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi pour grappiller quelques performances? Le fait qu'il soit en 32 bits, ça serait vraiment mieux qu'il soit en 32 bits. Certes, ça serait dommage d'avoir un processeur 64 bits qui fonctionne que en mode compatibilité 32 bits, même sur Android 5.0, mais malgré tout, le fait qu'il y ait que 1 Go de RAM, s'il y en avait 2, ça poserait pas de problème, mais vu qu'il y en a que 1, c'est quand même, enfin, je trouve que la quantité de RAM libre a plus d'importance que que le fait qu'il soit en 64 bits. Donc en conclusion, ce téléphone est plutôt pas mal. Enfin franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est un bon compromis pour quelqu'un qui essaierait d'avoir un téléphone qui soit 4G compatible avec toutes les fréquences françaises, même le WCDMA 900 qui est pratiquement exclusif à la France. Et ça fait bien entendu le LTE 800 et le 2600, les deux fréquences officielles qu'on a en France. Et ça fonctionne parfaitement bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc franchement voilà, c'est un téléphone qui fonctionne bien, voilà tout simplement. J'ai rien de spécial à dire à propos de ça en plus. Le seul truc, c'est qu'il est dommage qu'il n'ait pas 2 Go de RAM, parce que ça le rendrait bien plus intéressant en matière de... Mais bon voilà, c'est l'un des moins chers, avec ce nouveau processeur, c'est l'un des moins chers à proposer l'intégralité des fréquences en 4G et en 3G en France. C'est l'un des moins chers à avoir un appareil photo de qualité tout à fait convenable. Enfin voilà, en gros, franchement, c'est un bon compromis, il n'y a rien de spécial à dire à propos de ça. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez ce compromis-là, plutôt que l'autre compromis qui était le P6000, qui lui est un peu plus cher, mais qui a un appareil photo un peu moins bon, etc. Mais malgré tout, il a ses 2 Go de RAM, tout simplement. Bon voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire de plus, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!